Dans notre vie professionnelle, on est très régulièrement amené à avoir des entretiens pour créer des relations avec nos clients, avec nos collègues et nos futurs employeurs. Il est donc important de bien comprendre les mécanismes de base de la communication. Cette vidéo n'a pas la prétention d'être une masterclass en communication ou de remplacer une formation, mais elle vous permettra de mieux comprendre comment on peut améliorer sa communication et la connaissance de soi-même. Le thème de cette vidéo: mon secret pour booster votre communication et votre impact personnel en entretien. Vous allez y découvrir les processus mentaux qui influencent notre communication et notre posture personnelle. Je suis Amandine Gianduzo, coach professionnel spécialisée en évolution de carrière et en reconversion professionnelle des cadres. Pour être informé des nouvelles vidéos et avoir encore plus de contenu, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube Gamma Coaching. Partie numéro 1, rappel de ce qu'est la communication. La communication, donc voici en quelques slides un rappel du principe de communication. Donc tout d'abord, vous voyez représenté sur ce graphe un premier envoi de message de la personne de gauche par exemple à la personne de droite. Donc là, une première formulation du message. Ensuite, en étape numéro 2, dans une communication qui est effective et qui marche bien, la personne de droite va répondre à la personne de gauche. Donc c'est l'étape numéro 2, réponse au message numéro 1. Et le personnage de gauche peut en profiter pour observer en même temps que la réponse est donnée. Ensuite, étape numéro 3, la personne de gauche va pouvoir à son tour réajuster son message ou ajouter des éléments pour qu'il y ait une meilleure compréhension et que la personne de droite puisse mieux recevoir le message initial exprimé en étape numéro 1. Et pour que la communication soit vraiment effective et qu'elle soit efficace, c'est-à-dire que l'échange d'informations ait bien été compris de part et d'autre et éventuellement qu'il y ait eu un alignement sur les interprétations réciproques, on considère que pour avoir ce qu'on appelle une écoute active, donc que le message soit vraiment bien passé, qu'il faut qu'il y ait donc au minimum ces 3 étapes d'échange de messages, donc étape numéro 1, 2 et 3, qu'en plus, si besoin, on ait reformulé le point de vue de l'un et de l'autre. Et à ce moment-là, on peut considérer qu'on a une écoute active, qu'on a une communication qui est pleine et complète. Donc ça, c'est vraiment les étapes de base pour un échange de messages qui soit bien compris, bien clarifié entre 2 personnes. Je fais ce rappel parce que on peut être mal habitué dans nos sociétés de communication on va dire virtuelle où on utilise notamment en entreprise énormément les mails, donc un message écrit. Et parfois les personnes ont le prérequis que quand ils ont posté leur message, leur email, ils considèrent que par défaut la communication a été faite. En réalité, on sait bien que tant que la personne destinataire du message, tant qu'elle ne l'a pas ouvert ce mail, qu'elle ne l'a pas lu et qu'elle n'a pas fait une réponse dans un sens qu'elle a pris connaissance du message et qu'elle a accepté peut-être les termes qui ont été émis ou les questions ou les demandes, on ne peut pas vraiment considérer que l'email ait fait une communication effective. Donc c'est vraiment un minimum d'un envoi de message, d'une réponse et éventuellement d'une 3e boucle, voilà, pour réajuster ou ajouter des éléments pour qu'on considère que le message soit à minima reçu et compris par l'autre. Et là aussi, ce qu'on ajoute dans l'étape numéro 2 d'observation, quand on fait une communication directe en face à face avec une personne et non pas par email interposé, on peut en plus ajouter à la puissance de notre communication l'observation en fait du non-verbal, c'est-à-dire, on va le voir dans la slide d'après, c'est-à-dire les mouvements du corps, ça peut être aussi les expressions faciales, et donc voilà, on peut ajouter en plus tous ces éléments au message. Et c'est vrai que à message verbal avec les mêmes mots, en ayant
par moment une expression du visage différente, on peut tout à fait comprendre autre chose du message. Donc voilà, pour avoir une communication assez complète, les bases, c'est quand même voilà, c'est 3 étapes, 1, 2, 3, plus une reformulation pour être sûr que les 2 parties aient bien compris le message et se soient mis d'accord sur ce qui a été dit, pour qu'on ait vraiment une écoute active. Donc ça, c'était le premier rappel. Deuxième rappel, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, mais c'est toujours intéressant de les redonner. La communication, elle passe par plusieurs canaux, on va dire. Le canal verbal, c'est-à-dire grâce aux mots, à la linguistique, aux structures de phrases, à la grammaire utilisée, au niveau du vocabulaire utilisé. Donc toute cette partie, c'est ce qu'on appelle la communication verbale. Et donc cette verbale, en réalité, elle ne représente que 7% du message qui est reçu. Ça, c'est des statistiques, des études qui ont été faites. Lorsqu'il y a un échange entre les personnes, les mots, uniquement les phrases, les structures de phrases, n'aident qu'à hauteur de 7% du message global. Ensuite, la grosse partie, qui constitue 55% du message qui est envoyé ou qui est perçu, c'est la partie non verbale de la communication, c'est-à-dire tout ce qui est, comme on l'a dit, mouvement du corps, posture, déplacement. Donc 55%, c'est énorme, qui ne concerne pas les mots utilisés. Et ensuite, la partie de la communication paraverbale, c'est-à-dire l'intonation, le rythme de la voix, on va dire la hauteur de la voix, mais aussi la puissance du son ou la douceur de la voix. Toutes ces intonations et ces indications dans la manière dont on crée, on agence nos mots, représentent quand même 38% de la qualité du message perçu, reçu. Donc vous voyez qu'au global, la communication, certes, elle passe par les mots, ça c'était un peu évident, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la partie non verbale, la partie, on va dire, corporelle et de mouvement est très importante, plus de la moitié, et la partie paraverbale sur l'intonation, voilà, la vitesse, le rythme, la hauteur de la voix, représente aussi une grande partie, 38%. Donc ça, c'était un rappel pour vous dire que la communication, elle est souvent plus large que ce qu'on ne le pense. Autre information importante, c'est que la communication, on considère qu'elle est à 10% seulement consciente quand quelqu'un s'exprime et 90% inconsciente. Donc ça veut dire qu'il y a 90% des informations qui sont transmises de manière inconsciente. Et bien, comme on l'a dit, par la posture, l'expression du visage quand on a des émotions, des gestes, des intonations. On sait que par exemple, quand quelqu'un est un petit peu stressé, va avoir tendance à avoir une voix, un rythme un peu saccadé, à parler vite par moment, voilà ce genre de choses. Et donc c'est largement inconscient, c'est-à-dire que la personne qui a une émotion stressée, de stress quand elle parle, elle va avoir du mal à contrôler ces éléments-là de sa communication. Ça va être largement inconscient. En général, quand même, dans les mots employés, il y en a une partie qui est consciente et encore pas toujours. Donc vous voyez aussi, c'est important de noter que lorsque l'on échange avec quelqu'un, lorsque l'on parle notamment, il y a quand même 90% de ce qui est transmis qui est fait de manière inconsciente et 10% conscient seulement. Et donc, ce que je voulais vous amener déjà par ce premier rappel sur ce qu'est la communication, c'est que pour améliorer sa communication, c'est important d'améliorer la connaissance de soi, notamment ce qui se passe en nous au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau de nos perceptions d'une situation, de nos besoins, voilà, de nos sentiments, tout cela. Donc c'est important d'améliorer la connaissance de soi, pour pouvoir faire évoluer son inconscient, sachant que l'inconscient, il parle pour nous sans qu'on s'en rende compte lors des échanges, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et donc idéalement, pour améliorer sa communication, donc, c'est important d'amener plus d'alignement intérieur,
donc de connaissance de soi et de savoir vraiment, d'être conscient des messages qu'on veut délivrer, de notre posture personnelle et comme ça, en ayant plus de congruence, ça c'est un mot pour dire qu'on est plus aligné et bien donc, on est aussi plus authentique et quand on est plus authentique dans notre communication, c'est assez évident de dire que souvent elle est plus impactante, c'est-à-dire que les gens reçoivent bien mieux les messages parce qu'ils voient que le message qui est délivré est complètement cohérent sur sa forme verbale, non verbale, paraverbale. C'est donc une communication qui est entière. On n'entend pas, par exemple, de dissonance entre ce qui est dit et les mouvements du corps ou les expressions faciales. Et donc à ce moment-là, le message passe de manière beaucoup plus directe à la personne à qui on s'adresse. Le contre-exemple classique, c'est les discours politiques où souvent les politiciens ont travaillé leur communication de manière, on va dire, très scolaire, où on voit qu'ils ont bien travaillé les gestes et le rythme de la voix et la diction pour être le plus clair possible et amener par les gestes une illustration de leurs propos. Ce qu'on peut observer quand l'exercice n'est pas tout à fait réussi, c'est que par moment, il y a des des lapsus ou des attitudes ou des hauteurs de voix ou des rythmes de voix qui ne sont pas alignés avec le message qui est délivré. Et là, on sent comme un écart entre certains éléments du discours. Et à ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose de faux qui nous dérange dans le message qui est passé. Et donc ça, c'est le contre-exemple parfait d'une communication qui n'est pas efficace et pas impactante, parce que lorsque l'auditoire et l'audience perçoit un écart ou une dissonance dans certains éléments de la communication, à la fin, les gens se focalisent sur cette dissonance et plus du tout sur le message et sur ce qui est dit. Donc là, on peut considérer que l'exercice de communication est raté. Donc ça, c'était un contre-exemple pour illustrer, mais donc vous voyez bien que ce qui est important dans la communication pour qu'elle soit impactante et efficace et qu'on soit très aligné et authentique pour qu'on puisse faire passer les messages de manière efficace, c'est important avant de bien se connaître et de se préparer en travaillant sur soi au type de communication qu'on veut délivrer, au type de message et puis d'être parfaitement, on va dire, serein et posé avec ça et pouvoir communiquer, livrer notre message sans perturbation ni dissonance. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ce mécanisme. Partie numéro 2. En quoi nos processus mentaux impactent notre communication? Alors maintenant, pour vous expliquer en quoi les processus mentaux impactent notre communication, je vous ai fait ce petit schéma pour illustrer le concept. Donc si on part du haut, de la boîte en bleu, que situation et perception, admettons qu'il y ait une situation, une scène qui se passe. À ce moment-là, nous, par nos 5 sens, mais aussi par nos différents filtres personnels, on va percevoir cette situation et cette perception nous est propre parce que nous sommes uniques en termes de filtres sensoriels et en termes de capacité d'appréhension de la situation. Et lorsqu'on a donc capturé ces éléments de la situation, ça nous génère automatiquement déjà un premier état émotionnel, un état interne. Donc ce ressenti, il peut être agréable ou désagréable, en tout cas il se passe quelque chose en nous. Et ce ressenti va déclencher à son tour, donc là on descend sur la droite du schéma, cet état émotionnel va déclencher des pensées et des réflexions, des représentations internes à la situation qui se passe. Donc là, notre cerveau se met en marche et puis il construit des interprétations déjà à ce niveau-là et des représentations internes qui peuvent être un peu, on se rejoue le film, des fois ça peut être une représentation visuelle ou auditive quand on réentend une conversation qui vient juste de se passer, ou en tout cas il y a, on va dire, une réinterprétation qui se fait à l'intérieur de nous. Et à ce stade-là, on va certainement prendre des décisions suite à ces pensées, à nos analyses, on va faire des choix
Et donc, à partir de ces pensées, de ces choix, ça va nous faire à nouveau ressentir un état interne, une émotion peut-être différente de celle juste avant ou pas. Et à partir de cet nouvel état émotionnel, eh bien, on va agir, on va passer à l'action. Donc là, on est sur la gauche du graphe. On va passer à l'action, c'est-à-dire qu'on va agir avec notre corps, en mouvement. On va aussi parler. Donc c'est là où je vous ai mis communication, la petite flèche rouge, pour vous dire que c'est à ce stade-là que se passe la communication, en tout cas verbale au travers des mots et comportementale au travers de notre posture physique, et éventuellement aussi, hein, on en a parlé juste à la partie d'avant, si on a une émotion forte ou même moins forte, en général les émotions se lisent aussi sur les traits de notre visage. Donc c'est à ce stade-là en fait qu'on va partager avec le monde extérieur ce que l'on ressent de la situation et ce que nos pensées nous ont fait créer comme interprétation. Et donc, vous voyez que la communication, elle est intimement liée au processus de pensée et au filtre de perception qu'on a eu d'une situation. Et évidemment, après, le circuit se boucle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a agi, qu'on s'est comporté d'une certaine manière, peut-être qu'on a dit quelque chose, si on avait des personnes autour de nous, eh bien, on va à nouveau ressentir une autre émotion, un autre ressenti interne, et à nouveau, ça va peut-être réalimenter la situation initiale et ainsi de suite. Alors, ce circuit, évidemment, il est un petit peu simplifié. Enfin, ça vous montre le lien fort qu'il y a entre nos états, on va dire, internes tels que les émotions, nos filtres personnels pour capter une situation, nos modes de pensée et décisions, puis je vais le développer un petit peu après, dans ce circuit-là, on va dire, et qui impactent nos actions, nos comportements dans notre communication. C'était le sujet du jour. Aussi, vous comprenez bien que si c'est un cercle, on va dire, assez agréable et constructif, ça va être un cercle plutôt vertueux. Si c'est des émotions plutôt désagréables et puis une situation, on va dire, peu constructive, voire assez désagréable et destructive éventuellement, ou négative, et bien à ce moment-là, le cercle va être plutôt un cercle vicieux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est important d'avoir suffisamment de recul pour arriver à casser le cercle vicieux si besoin, pour pas aller trop loin dans ce qu'on appelle faire de la chantilly, c'est-à-dire se créer des problèmes tout seul à force de surinterpréter des situations et d'envenimer la situation par nos comportements inadaptés. Donc ça, c'est vraiment des mécanismes importants à comprendre, et vous comprenez qu'ils ont une grosse influence, ces mécanismes, sur notre communication. Aussi, ce que vous pouvez voir au centre, là, ce n'est pas le but de cette vidéo de vous le développer, mais c'est que notre capacité à percevoir une situation, aussi bien que nos modes de pensée, ainsi que nos comportements, sont largement influencés par nos croyances personnelles qui sont très largement inconscientes, pas toutes, mais souvent inconscientes, et nos filtres personnels, éducatifs, culturels, sociaux, qui font qu'on va réagir d'une certaine manière à une situation donnée. Là, je pense que vous avez tous en tête des exemples où, à une situation donnée, deux personnes qui vivent la même situation ne perçoivent pas les choses de la même manière et interprètent aussi la situation de manière différente. Et donc là, c'est souvent choquant de voir les écarts qu'on peut avoir de perception, de vécu d'une expérience similaire entre plusieurs personnes, et de voir qu'à la fin, l'expérience peut être vécue de manière totalement différente, voire même opposée par moments. Donc voilà, ça c'était pour vous donner la compréhension globale et les liens entre les filtres personnels, les modes de pensée et la communication. Et puis les émotions, évidemment, ne pas oublier. Donc avec le schéma suivant, je vais vous détailler un peu plus comment nos modes de pensée influencent notre communication. Donc c'est lié complètement au schéma précédent, hein. Là, vous allez voir, je vais détailler ces
ces 3 bulles. Tout d'abord, ce que sont par exemple, nos filtres personnels qui impactent directement nos perceptions de la situation. Une fois qu'on a perçu la situation, vous avez compris que notre cerveau, il évalue, il classe les informations et il interprète aussi. Donc là, il y a une étape d'organisation et d'évaluation qui est faite dans nos processus mentaux. Donc c'est important de les connaître aussi pour voir dans quelle mesure, à leur tour, ils vont influencer nos choix, notre motivation et nos décisions, s'il y a des décisions à prendre. Donc tout est lié et il y a cette espèce d'effet cascade entre les perceptions, l'interprétation, l'organisation, l'évaluation d'une perception donnée et ensuite les choix, les décisions qu'on va faire et les motivations qu'on va avoir face à l'interprétation qu'on vient d'en faire. Et donc je vais détailler maintenant les 3 étapes. En ce qui concerne les filtres personnels, c'est-à-dire les perceptions qu'on a d'une situation donnée, bien évidemment, elles passent d'abord par nos 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Aussi par potentiellement les centres d'intérêt, le focus qu'on a dans une situation donnée. Par exemple, il y a des personnes qui vont être très focalisées justement sur les personnes. Donc là, il y a le PASIL, c'est un raccourci pour personne, action, chose, information et lieu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans une situation qui vont se focaliser sur les gens autour d'eux. Quand ils vont nous raconter une histoire, ils vont nous parler des gens avec qui ils étaient en vacances, par exemple, et très peu des lieux, par exemple. Il y a d'autres personnes qui vont nous parler des actions, ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances. Ils vont presque pas parler des gens avec qui ils étaient, ni du lieu, et ainsi de suite. Donc là, on a tous des centres d'intérêt, des centres de focus différents lorsque on capture une situation donnée. Ensuite, il y a des types de personnes plutôt globales, d'autres spécifiques, c'est-à-dire que il y en a qui vont... Moi, j'aime bien l'exemple de raconter ses vacances, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont donner vraiment les grandes lignes de leur circuit touristique, par exemple, et puis une autre personne qui, dès le début, va commencer à dire alors jour numéro 1, on a fait ça, et détailler tout le jour numéro 1, tout ce qu'ils ont fait, puis passer au jour numéro 2, détailler tout le jour numéro 2. Donc voilà, ça dépend vraiment là aussi de notre fonctionnement personnel. Et aussi, cette perception et cette captation d'une situation donnée peut être influencée par l'attention qui est portée, c'est-à-dire soit sur soi-même, des gens qui vont raconter tout ce qu'ils ont perçu eux et assez peu parler de ce que les autres ont perçu ou ont fait ou ont dit. Et puis d'autres personnes qui sont plus ce qu'on appelle centrées sur l'autre, qui vont porter leur attention sur ce qu'a dit un tel, ce qu'a fait telle autre personne, comment il a réagi, est-ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et là, l'attention à ce moment-là est plutôt centrée sur les autres que sur soi-même. Donc voilà, déjà avec ces éléments-là, on voit que par rapport à une situation donnée, les perceptions des uns et des autres peuvent être très sensiblement différentes. Et c'est un peu ce qu'on peut voir par moments dans les films des enquêtes policières ou même dans l'actualité des procès, où les enquêteurs demandent aux témoins d'une scène de raconter ce qui s'est passé, et on peut avoir des vérités, en tout cas pour les personnes, des vérités individuelles qui sont relatées de manière très très différente d'une personne à l'autre. Et donc c'est dû à ces filtres personnels, entre autres. Ensuite, l'étape d'après, vous vous souvenez, une fois qu'on a perçu la situation, et bien donc nos processus mentaux vont évaluer, classer toutes les informations, interpréter aussi éventuellement. Et donc comment ça se fait? Suivant déjà des représentations sensorielles internes. Donc ça peut être par exemple un visuel repensé, on repasse la scène dans notre tête, comme je l'ai dit, on se crée un petit film intérieur où on revisualise ce qui vient juste de se passer. Donc là, c'est un visuel interne ou une conversation qui nous revient de ce qu'on vient d'entendre, les mots qui ont été prononcés juste avant. Et donc là, c'est de l'auditif interne, ainsi de suite. On peut être aussi, par rapport à la situation, ce qu'on appelle associé ou dissocié, c'est-à-dire que
on peut, par exemple, lorsque l'on vit une scène, se la représenter mentalement en étant soi-même dans ses propres yeux. Donc on voit tous les événements autour de nous, mais soi-même on ne se voit pas dans la scène. On a vraiment la caméra qui est dans nos yeux. C'est un peu comme ça que je représente la manière associée. Et à l'inverse, on peut être dissocié, c'est-à-dire que là, c'est comme si on était le metteur en scène ou le caméraman. On raconte l'histoire comme si on se voit soi-même acteur de la scène, et donc on peut se voir de dos, on peut se voir en train d'agir. On est dissocié de la scène et on peut raconter cette même scène de manière dissociée. Donc ça, d'être associé ou dissocié, c'est vraiment des éléments qui peuvent être significatifs, et notamment sur l'état émotionnel dans lequel on est, parce que vous comprenez bien que quand on est associé à une scène, on vit la scène, donc là on ressent des émotions potentiellement assez fortes, alors qu'en posture dissociée, quand on raconte la scène, alors qu'on raconte comme si c'était un scénario de film, les niveaux émotionnels sont beaucoup moins forts. Ensuite, on peut aussi évaluer, classer les informations sous forme d'accords, désaccords. On peut être aligné, désaligné. Il y a les tri positifs, négatifs aussi. Des personnes qui vont voir tout le positif d'une scène ou tout le négatif d'une situation. C'est un peu le verre à moitié vide, verre à moitié plein. Et puis aussi des personnes qui vont avoir tendance à utiliser des raccourcis en énumérant toutes les similitudes d'une situation déjà connue, ou voir toutes les différences. Donc ça, les similitudes, les différences, c'est une manière aussi de classer les informations. Et une fois qu'on a fait toute cette partie d'interprétation personnelle et de représentation interne, eh bien, on va pouvoir faire des choix et on va pouvoir prendre des décisions. Donc c'est cette étape-là qui est vraiment importante à la fin, c'est comment fait-on nos choix et comment prend-on nos décisions. Eh bien, il y a plusieurs éléments. Alors là, la liste n'est pas exhaustive, mais enfin, ils sont déjà intéressants, c'est ce que je vous partage là. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir des cadres de référence différents. Par exemple, certaines personnes vont prendre leurs décisions par rapport à une opinion extérieure à eux-mêmes, plus que par rapport à leur propre ressenti intérieur. Par exemple, s'ils vont plutôt écouter les avis de leurs parents ou de leurs amis pour prendre une décision, plutôt que leur propre intuition ou envie personnelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle cadre de référence externe. Et à l'inverse, il y a des personnes qui vont avoir tendance plus facilement à prendre leurs décisions par eux-mêmes, voilà, sur leur propre choix personnel, et avec très très peu d'influence de l'extérieur. Ensuite, question motivation personnelle. On peut se motiver à changer, à faire évoluer une situation par deux mécanismes. Le premier, c'est éviter une situation dont on ne veut plus. Donc là, c'est un phénomène de fuite. Donc ça nous motive pour bouger. Ou, à l'inverse, une motivation de recherche, c'est-à-dire, par exemple, on va rechercher quelque chose de mieux, qui nous convient mieux, mais en aucun cas, on change de situation parce qu'on fuit. Et vous comprenez bien que lorsqu'on est dans un processus de changement ou d'évolution personnelle, c'est souvent plus aidant d'être dans un phénomène, une motivation recherche qu'une motivation évite, parce que évite, par moment, on va avoir tendance à fuir sans pour autant savoir trop où on va, alors que la motivation recherche, le but, c'est vraiment d'aller vers une situation qui nous convient mieux. Ensuite, on peut avoir plusieurs modalités pour se motiver. Il y a des personnes qui disent beaucoup je dois faire ceci, je dois faire cela, pour se motiver à faire des choses. Et en réalité, ça peut être intéressant de se poser un peu la question, mais qui t'oblige à faire ceci, qui t'oblige à faire cela? Donc pour voir vraiment si c'est nous-mêmes qui nous obligeons à faire des choses ou si on le fait par rapport à des personnes extérieures. Ensuite, il y a la modalité falloir. Donc là, c'est les personnes qui vont dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc là aussi, c'est intéressant de les interroger de qu'est-ce qui leur fait dire qu'il faut faire les choses ou pas. La modalité pouvoir, donc je peux faire ceci, je peux faire cela. Donc est-ce qu'on s'autorise soi-même à faire ceci ou cela?
Et enfin, la modalité avoir envie. Alors celle-là, évidemment, elle est extraordinaire parce que j'ai envie de faire quelque chose. Ben là, la motivation, vous comprenez qu'elle est beaucoup plus forte que je dois faire quelque chose. Parce que là, avoir envie, c'est très personnel, ça vient de nous-mêmes. Et donc, du coup, les leviers de motivation et l'énergie lorsqu'on a envie de faire quelque chose, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante que lorsqu'on se sent dans le devoir de faire quelque chose. Donc, c'est intéressant toujours dans le processus de décision ou de choix de voir ces modalités, comment on se situe par rapport à nos réelles motivations. Aussi, des modalités d'engagement dans l'action, parce qu'une fois qu'on prend une décision, c'est important de voir comment on va se mettre en mouvement. Et donc là, il y a plusieurs types de personnes et de personnalités, mais rien n'est écrit, tout peut évoluer si on en est conscient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont naturellement proactifs, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre seuls un peu en mouvement pour préparer les actions à faire et puis se dire quand est-ce qu'ils le font et puis vraiment passer à l'action. Donc ça, c'est plutôt des profils proactifs. Des gens qui sont réceptifs, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qui se passe, ils vont probablement le faire, mais c'est pas en premier lieu qu'ils vont se mettre en mouvement. Ils vont comprendre ce qui se passe, mais ils vont pas forcément se mettre en mouvement. Les réactifs, là, c'est les personnes qui, par un stimulus donné, vont se mettre en mouvement. Donc, certains vont se mettre en action si, par exemple, il y a une échéance qui approche, une certaine pression qui arrive ou un degré d'urgence suffisant pour les mettre en mouvement. Donc, c'est les gens qu'on appelle réactifs. Et puis ensuite, des profils passifs. Alors là, c'est les personnes qui passent pas du tout à l'action. Et puis, ils ont beau comprendre que c'est bien pour eux de faire des choses, de se prendre en main dans la vie, c'est vraiment difficile de les mettre en mouvement. Donc là, c'est intéressant de voir un peu aussi dans ces 4 modalités où est-ce qu'on se situe et est-ce que ce serait mieux pour nous, plus aidant, d'être certainement plus proactif ou réactif que réceptif et passif, où là, il y a un passage à l'action qui est beaucoup plus long et plus difficile. Et puis, une autre alternative pour faire nos choix, se motiver et nous décider, c'est les stratégies de choix, procédure ou option. C'est-à-dire que procédure, souvent, c'est un mode de pensée qui est un petit peu séquentiel, comme les processus d'une entreprise, par exemple. C'est étape A, étape B, étape C, étape D, et puis on ne peut pas trop sortir de ce cadre-là. Donc c'est bien parce que c'est structuré, mais en même temps ça peut être un peu limitant puisqu'on ne peut pas voir toujours les opportunités qui se présentent en dehors de ce cadre-là. Et puis l'autre possibilité, c'est option, c'est-à-dire que là, pour faire des choix, au lieu de se cantonner à un cadre donné, on va vraiment saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous au fur et à mesure de notre avancement. Et donc là, on va faire des choix de manière un petit peu plus large, sur un mode un peu plus créatif et un peu moins figé ou joué d'avance, comme peut l'être la stratégie de choix procédure. Donc vous voyez que pour faire nos choix personnels et la stratégie pour atteindre un objectif, soit par étape ABCD ou soit par opportunité en ayant une structure de base mais en se laissant un peu naviguer, ça peut être très différent. Et puis aussi sur les modalités de motivation, la motivation elle-même et le passage à l'action, on peut aussi avoir des nuances et des manières de faire très différentes. Et donc c'est intéressant soi-même à un instant donné, pour peut-être un projet ou un changement donné, se poser ces questions-là pour se dire j'en suis où moi par rapport à ce projet-là, comment je m'y prends. Et ça donne vraiment des indications intéressantes après pour pouvoir influencer notre stratégie globale. Donc voilà, je vous remets le schéma dans son entier avec les perceptions, puis les organisations, évaluation et enfin nos choix, motivation et décision. Et donc, vous pouvez vraiment maintenant comprendre que les processus mentaux, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et qu'ils soient dans nos pensées comme là avec ce graphe-là, ou bien au niveau émotionnel quand on l'a vu avec le schéma du cercle vertueux ou cercle vicieux, vous voyez que tous ces processus internes, on va dire, ont une influence décisive derrière sur nos comportements et donc notre communication.
Et donc, pour pouvoir améliorer notre communication quand on n'est pas tout à fait satisfait de nos capacités à faire passer nos messages ou à se mettre en relation avec les autres, ou que on veut se sentir plus à l'aise ou plus authentique lorsque l'on parle en public, ou voilà, ou lorsqu'on est en relation en société. C'est vraiment intéressant de remonter jusqu'à ces niveaux-là, de faire ce travail de connaissance de soi sur comment on fonctionne dans certaines situations, et de pouvoir, si besoin, faire changer quelques éléments voilà, qui nous aideraient à communiquer différemment, ou de se sentir plus à l'aise lors de nos communications. En résumé, être conscient de ses propres filtres et processus mentaux est important dans le processus de communication. L'accompagnement en coaching professionnel permet de découvrir ses filtres, ses croyances, ses états internes ou émotionnels. En devenant plus conscient de soi-même, on peut changer notre relation aux autres et en particulier notre communication. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez maintenant compris l'importance de votre développement personnel dans votre capacité à vous mettre en relation à l'autre. Si cette vidéo vous a plu, alors likez et repartagez au plus grand nombre. À très vite.